Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons commencer avec une prière. Welcome everyone, welcome to this press conference. We're going to start with a prayer. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Alors bonjour tout le monde, je suis Georges Boucheny, président de Campagne Québec-Vie. J'ai pensé faire cette conférence de presse aujourd'hui avec le Dr Paul Sabat, ici, et avec Marie-Josée Rivet, une pro-vie de Montréal, pour vous entretenir sur ces allégations que nous avons entendues ces derniers jours sur la mise à mort d'un enfant à naître de 38 semaines à l'hôpital Sacré-Cœur qui est derrière moi. Alors, je vais vous raconter les faits tels que je les ai perçus. Ensuite, je vais laisser céder la parole au Dr Paul Sabat, qui va parler des aspects de justice sociale entourant l'avortement tardif. Mais avant le Dr Paul Sabat, je vais laisser parler Marie-Josée Rivet, qui, elle, a réussi à appeler l'hôpital et à avoir un aveu que cet avortement tardif à 38 semaines était programmé pour le 2 février, un jeudi, le jeudi passé. Alors, donc, les faits. Mercredi passé, le 1er février, le matin, Campagne Québec-Vie a reçu des messages comme quoi un sonneur d'alerte aurait contacté un groupe pro-vie de Montréal avec un message qu'il y avait eu une réunion spéciale à l'hôpital Sacré-Cœur concernant un avortement tardif pour le lendemain et que cette réunion était caractérisée par des conflits ou des questionnements sur cet avortement qui allait avoir lieu. Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui étaient scandalisés par le fait qu'on voulait avorter un enfant de 38 semaines, selon cette lanceuse d'alerte. Alors, ayant entendu cela, nous voulions faire notre possible pour empêcher que cet avortement arrive. Donc, Campagne Québec-Vie a envoyé un courriel à ses bienfaiteurs, aux personnes qui reçoivent nos courriels, pour leur demander de prier à cette intention pour que cet avortement à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal ne se fasse pas. Plus tard, cet après-midi, donc vers 18h, le mercredi 1er février, Mme Marie-Josée Rivet, à ma gauche, a appelé l'hôpital, et elle vous donnera son témoignage, et a réussi à rejoindre le département d'obstétrique de cet hôpital. Elle leur a demandé s'ils avaient prévu un avortement pour le lendemain, donc le jeudi 2 février, et la personne a répondu que oui, cet avortement allait avoir lieu, que c'était triste, que toute l'équipe était triste, mais que c'était, entre guillemets, le droit de la mère, de la femme. Et donc, le lendemain, jeudi 2 février, vers 8 heures, l'avortement aurait eu lieu selon un message que nous avions reçu par après par la même page Facebook que le lanceur d'alerte avait utilisé. Donc, on a appris que l'enfant a été injecté, donc euthanasié dans le sein de sa mère, et ensuite sorti par césarienne, selon ses dires. Et donc, voilà l'état des faits. Et donc, nous avons écrit un courriel pour résumer tous ces faits à nos bienfaiteurs, pour leur annoncer la mort de l'enfant que nous appelons aujourd'hui le bébé Daniel. Maintenant, ce matin, j'ai réussi finalement à parler avec un représentant du CIUSSS
du nord de Montréal concernant ces faits et ils ont nié l'affaire, mais de la façon suivante. Et je vais vous lire le texte. Ils ont écrit, alors c'est Marie-Hélène Giguère, c'est le courriel qui m'a, l'adresse courriel d'origine, et ça m'a été envoyé à mon adresse courriel de campagne Québec-Vie. Monsieur, par la présente, nous vous confirmons qu'aucun féticide n'a eu lieu à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal le 2 février dernier. Ce n'est d'ailleurs pas une procédure qui est pratiquée à cet endroit en aucun temps. Alors, ensuite, il continue, nous vous demandons de cesser de relayer de fausses informations. Alors, voilà leur réponse. Par contre, la question que j'ai demandée, ce n'est pas s'il y avait eu lieu un féticide. Le féticide, selon l'Office de la langue française, et ceci, j'ai pris la définition de féticide qui est indiquée sur le site web de l'Office de la langue française du Québec. Ça s'appelle, c'est défini, la définition c'est meurtre d'un fœtus humain. Le féticide peut avoir lieu lors d'un avortement sélectif selon le sexe ou, selon certaines législations, lorsqu'une femme enceinte agressée perd son fœtus. Au Canada, l'avortement est légal et n'est pas considéré comme un meurtre. Donc, il nie le féticide qui est un meurtre, mais il ne nie pas, par ce communiqué qu'ils m'ont envoyé, l'avortement qui, selon la loi, n'est pas un meurtre. Mais je ne leur ai pas demandé s'il y avait eu un féticide à l'hôpital Sacré-Cœur. Je leur avais demandé s'il y avait eu un avortement à 38 semaines et ils n'ont pas répondu ça. Ils n'ont pas nié qu'il y a eu cet avortement du bébé Daniel le 2 février. Ils n'ont pas nié cela. Ils ont nié qu'il y a eu un féticide. Or, un féticide n'est pas un avortement selon la loi. Le féticide, c'est un meurtre et l'avortement, malheureusement, selon la loi canadienne, n'est pas un meurtre. Alors, ils n'ont pas nié les faits tels que je les avais présentés et ils n'ont pas répondu à ma question. Ma question, c'est, y avait-il eu un avortement à 38 semaines le 2 février, le jeudi passé? Et ils n'ont pas répondu à cela. Ils ont dit, il n'y a pas eu de féticide. Alors, la question demeure entière. Et pour vous prouver que, effectivement, il y a matière à questionner leur bizarre déni, j'ai à ma gauche Marie-Josée Rivet qui a appelé l'hôpital le soir du 3 février, le 1er février, c'est un mercredi, pour demander s'il y avait un avortement planifié pour le lendemain. Alors, avant de passer le microphone, je vais résumer quelques faits en anglais. So today, we're holding this press conference to discuss the issue of the death of baby Daniel, this 38-week gestation abortion allegedly committed at the Sacred Heart Hospital behind me on February 2nd. That was last Thursday. Now, here's the timeline. On the 1st of February, that's the Wednesday morning, we got news from a fellow pro-life group in Montreal that they had received messages on their Facebook page from somebody inside the Sacred Heart Hospital that there was scheduled a 38-week abortion for the next day, and that at the planning meeting for this abortion, there was a lot of controversy and discontent.
So when we heard this last Wednesday, not yesterday, but not 2 days ago, but the week before, February 1st, when we heard this, we decided to send an email to all our supporters to pray that this abortion not happen. One of the supporters that received our email is to my left, Marie-Josée Rivet. She saw this email and decided to call the hospital to see if she could speak with somebody from the obstetrics team and convince them to intervene with the mother. And I'll let her speak to her full knowledge and testimonial, but I'll just say a few words about what she said. She asked to be transferred to the obstetrics department, and the switchboard lady did so. And then when she got to the department, somebody answered the phone, and she asked that person, "Is there a 38-week abortion about to be done tomorrow?" And the answer from that person was, "Yes, there is." And the whole team is sad about it. And then she further elaborated, "But what can you do? It's the woman's choice." So Marie-Josée then decided to ask this person to be the voice for baby Daniel. She asked her to intervene with the mother. And the lady said she would. The next day, we received from our original source on Facebook the terrible news that the abortion had gone ahead, the baby had been injected and killed, and that a cesarean section would finish the job of removing the dead baby. And we also heard from that source that somebody had nonetheless intervened or tried to intervene with the mother to propose adoption, and it was to no avail. So these two testimonials, Marie-José's and the one from the whistleblower online, completely mesh and harmonize and complement each other. Now, the latest developments is that this morning I finally managed to reach somebody in authority. It's the administration of the CEUSSS. It's the conglomerate of hospitals for Montreal North. And they sent me the following declaration, pardon me, which I will read, paraphrase. I have the French version here. I'll paraphrase in English. So we hereby, with this letter, confirm that no feticide has taken place at the Sacred Heart Hospital on February 2nd. This is not a procedure that is practiced at that location at any time. We ask you to stop disseminating false information. So, my first reaction to this declaration of theirs is to say, that's not my question. I did not ask if a feticide took place, because according to the Office of the French Language, feticide is murder, whereas abortion is not murder. So, the definition of feticide, according to the Office of the French Language of Quebec, is that if there's a sex-selective abortion, or if a pregnant woman gets attacked and the baby dies. And it further states, in Canada, abortion is legal and is not considered a murder, the way feticide is. So in other words, I asked the hospital if they committed an abortion at 38 weeks. And their apparent denial is to answer that they did not commit feticide. But that's not my question. I did not ask them if they committed feticide, which is a murder according to Canadian law. I asked them if they committed an abortion, which is not a murder. So I have reasons, I have grounds to believe that they are issuing, with this statement, a pseudo-denial, hoping to shut us up, hoping to make us think that we've made a mistake. But I'll let now Marie-Josée Rivet, who called the hospital the night before the abortion, to give her testimonial in French, and I'll paraphrase in English. Thank you. Bonjour tout le monde.
Très, très proche. Très proche. Alors, suite au courriel envoyé par Campagne Québec-Vie le 1er février dernier, demandant des prières pour un bébé de 38 semaines de gestation menacé d'être avorté, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour tenter d'être la voix de ce petit bébé. C'est pourquoi, dans cet élan du cœur, j'ai appelé le 1er février dernier, vers plus ou moins 18h30, au département d'obstétrique de l'hôpital du Sacré-Cœur. L'attente a été un peu longue pour parler à la réception de l'hôpital. La réceptionniste a eu des difficultés à me transférer au département d'obstétrique. Elle semblait faire des recherches, puis elle a murmuré que, ah oui, ça s'appelait l'unité mère-enfant. Enfin, j'ai eu la communication avec le département où un membre du personnel m'a répondu, une voix douce, avec, il me semble, un léger accent. Et d'entrée de jeu, je lui ai demandé si c'était bien à l'hôpital du Sacré-Cœur qu'il y avait un avortement prévu pour le lendemain, soit le 2 février, pour un bébé rendu à 38 semaines de gestation. L'infirmière m'a répondu oui. Je lui ai exprimé ma profonde tristesse pour ce petit bébé, Daniel, qu'on nomme maintenant Daniel, et elle m'a dit qu'effectivement, c'était triste et que toute l'équipe aussi était triste de la situation. Pardon. Pardonnez-moi. Je lui ai dit que je voulais être une voix, la voix de ce petit bébé, et qu'il avait le droit à la vie. L'infirmière m'a dit plutôt froidement que la mère avait le droit de se faire avorter et que c'était sa décision, son droit. Je lui ai dit, ce bébé a des droits aussi. Est-ce qu'il n'a pas le droit de vivre? Est-ce qu'il n'a pas le droit qu'on se batte pour lui, pour sa vie? J'étais sûre qu'elle allait mettre fin à l'appel, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. Puis elle m'a demandé qui j'étais. Je lui ai répondu, un simple être humain qui veut aider et être la voix de ce bébé Daniel, qui est sans défense. Elle m'a demandé mon nom, je lui ai dit, Madame Rivet. Et je lui ai dit aussi que bébé Daniel n'avait que nous pour le défendre et être sa voix. Être sa voix pour lui donner la chance de continuer à vivre, lui disant que sûrement le personnel de l'hôpital avait dû aider la mère dans son cheminement, mais qu'il fallait se battre pour les droits de ce bébé jusqu'à la toute dernière minute. Elle m'écoutait en acquiesçant de temps à autre. Je lui ai demandé si elle pouvait transmettre à la mère mon message venant du cœur, de donner son enfant en adoption, où de nombreux parents qui désirent avoir un bébé seraient heureux de l'aimer, de l'accueillir à bras ouverts et d'en prendre soin. J'ai insisté sur le fait que nous étions la voix de cet enfant et je l'ai supplié de transmettre mon message sans faute, s'il vous plaît, au nom de ce petit ange qui méritait de vivre. Pardon. Moi, je croyais que c'était l'infirmière. Le membre du personnel m'a dit qu'elle lui ferait le message. Dans ma tête, j'ai pensé, s'il vous plaît, faites qu'elle le fasse vraiment. Je l'ai remerciée de son écoute et surtout de son aide en disant espérer une fin heureuse et plus humaine à cette tragique situation. Elle m'a dit oui, je l'espère. Puis nous nous sommes dit bonsoir. Cette conversation s'est déroulée dans la douceur, le calme et le respect. Je n'ai pas demandé le nom de l'infirmière pour ne pas prendre de chance de me faire accrocher au nez, car mon but premier était de faire passer le message, tenter de sauver bébé Daniel en le faisant adopter. Après cette conversation téléphonique, mon Dieu, j'ai remercié le ciel que l'infirmière m'ait écouté jusqu'au bout, à ma grande surprise, car en tout temps, elle aurait pu tout simplement raccrocher le téléphone.
À la douce mémoire de bébé Daniel, je t'aime, petit ange. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. So I'm going to translate or paraphrase what Marie-Josée just said. I want to thank her, too, for giving this heartfelt testimonial, which I think speaks much more powerfully and authentically than the denial we hear from the hospital representatives who want us to believe that this never happened and that Marie-Josée is making all this up. So what she said is that she called the hospital the eve of the alleged 38-week gestation abortion. She finally got transferred to the department she asked for, the obstetrics department. And the person answering the phone, she began speaking. She asked the question, is this the hospital where the 38-week abortion is to take place? And the person answered, yes, it is. And the whole team is sad. The whole team is sad about it. But it's the woman's choice. So Marie-Josée received this message from the obstetrics department of the Sacred Heart Hospital. Then Marie-Josée went on. She asked the person to be the voice of baby Daniel. She said there are people who could adopt this child and would be glad to do so. The child is at 38 weeks. It's fully formed. Give this child a chance. It's your responsibility to do so. And the person speaking on the phone said, I will intervene. And like I said before, this meshes perfectly with what our Facebook source said, that somebody had tried to intervene with the mother, but to no avail, and the abortion took place, unfortunately. So I want to thank Marie-Josée because she puts the lie to the denial, the mealy-mouthed denial of the hospital, who instead of denying that a 38-week abortion took place, like I asked them about, they substituted the word abortion for feticide, and that's the smoke. And so now I want to let Dr. Paul Saba, le Dr. Paul Saba, va parler de l'aspect justice sociale des avortements tardifs. Dr. Paul Saba will be speaking on the social justice aspect of late-term abortion. Dr. Paul Saba. Yeah, thank you for the opportunity to speak. I just wanted to say I won't comment on the case. I understand, the definitions. I know that abortion is legal in Canada, and we're not. I'm not going to speak on the legality. I know that there's a difference between feticide, according to the Canadian law, criminal code, and that feticide is considered after the baby has passed the birth canal and its life ended outside, whereas ending the life inside the woman is not considered, feticide is considered abortion. So there's a definition of terms that are used. I want to show you a picture of that my daughter Jessica, when she was 7 years old, painted. I asked her, would you draw a picture of our family? And there's a very particular story about this. And this motivated me to write my book, which is called Made to Live. And I will do a little presentation in French shortly after. And as you can see, she wrote our family. And then above Jessica herself, she wrote Made to Live. My daughter, before she was born at 20 and 24 weeks, we were told that she had a severe congenital malformation. Heart was not survivable, and even if they did an intervention, she might not survive, and it probably was a Downs baby. They asked what to do. We said we're going to do everything to bring the baby to full term, and so my wife said, and they even asked my wife, what happens if she's in distress after she's born?
My wife said, I've done everything to bring the baby to this place. You have to do everything to keep it alive. So she was born with a congenital malformation. Today she's flourishing at 13 years old. And she's a beautiful, articulate young lady. The issue of social justice is very important because according to Guttmacher Institute in the United States, which is part of Planned Parenthood, so that these are statistics from a group that is pro-abortion, 73% of women decide on abortion for financial reasons, and that includes career problems, education, because they're just in financial distress. As we know, for a woman to have an abortion, it's a very difficult decision. And we need to support women who want to keep their babies. And we know that there is a syndrome called post-abortion syndrome where people have a depression after. Some people don't call it a syndrome, they just call it a grief reaction, whatever you want to call it. And for social justice, we need to support people who want to keep their babies, provide them all the financial, job opportunities, housing, psychological support. We're too quick to just be looking at what we call a medical option, which is abortion, and not with the psychosocial support systems, put them into place so that women their backs aren't against the wall and don't feel to be in distress. And if a person is, even further down the road in terms of lack of financial supports, for example, if they're homeless, this is no excuse. We have to provide them a home and we have to provide them care so that if they want to keep their baby, they're able to do so. That's really a question of justice and equity. Je veux dire quelque chose en français. Je vous ai montré un portrait que ma fille a fait à l'âge de 7 ans. Quand je lui ai demandé de faire un portrait de la famille, elle dit papa, maman, frère, sœur, puis moi, Jessica, faites pour vivre au-dessus. Son histoire, c'est une histoire de défi pour des familles qui sont face avec des problèmes des handicaps potentiels des enfants. Dans le cas de Jessica, elle avait un problème de cœur sévère. Heureusement, ils ont fait opérer à l'hôpital, ils ont fait une intervention cardiaque au Children's et ils ont sauvé sa vie. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme, une jeune adolescente de 13 ans elle est formidable, belle et brillante. On n'a pas tous des belles histoires, mais ça montre qu'on ne peut pas jamais prévoir l'avenir. Dans les cas je ne peux pas commenter sur le cas on s'est présenté aujourd'hui parce que je ne connais pas le cas et je ne veux pas le commenter là-dessus par code de déontologie médicale. Mais ce que je peux dire, que beaucoup de femmes prennent la décision de se faire avorter à cause des détresses financières. Il y a beaucoup plus d'autres raisons, mais ça, c'est la chose principale. Aux États-Unis, selon les études des femmes américaines, 73, c'est à cause de détresse financière. Il ne faut pas justifier ou encourager des femmes à cause des problèmes financiers de se faire avorter. Il faut donner tous les supports nécessaires, des supports financiers, psychologiques, des maisons, résidences abordables. Il faut tout mettre sur son côté, du côté de la femme, au nom de justice sociale et d'équité, qu'ils décident d'avoir leur enfant, qu'ils peuvent mettre au monde leur bébé. Merci. Merci, Dr. Paul Saba. Alors, voici notre point de presse. Notre point de presse est conclu. Our press conference has concluded. I want to thank everyone who came out. Je veux remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui nous écouter et que Dieu vous bénisse. God bless. Au revoir.